Alors, je vais prendre la parole 3 minutes pour vous présenter notre conférencier qui est Pierre Drelon. Donc, bonjour particulièrement Pierre Drelon. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence qui, bien sûr, ne se déroule pas comme elle aurait dû en présence de tous à la salle des mariages de la mairie du 7e de Lyon. Nous vous remercions donc d'avoir accepté de l'organiser en visioconférence. Nous vous avions rencontré à l'Assemblée générale de notre fédération des EGPE à Lyon en mai 2019 et là, vous nous aviez donné une conférence que nous avions trouvée passionnante. Vous êtes à la fois économiste et sociologue, professeur associé à l'IESEG, à l'EM Lyon et au CNAM, professeur de management à l'Université de Lille en faculté des sciences. Vous co-dirigez aujourd'hui la société Avance, organisme de formation et de conseil en organisation et en communication. Votre projet particulier est de concilier le développement de la performance économique en tenant compte des aspirations humaines et sociales des salariés. Vos 40 années d'expérience vous ont amené à identifier les leviers de croissance et de performance des entreprises autour de la qualité relationnelle et du faire ensemble. Je retiens particulièrement la phrase en exergue à l'ouverture de votre site « S'adapter à un monde qui bouge ». Notre monde est plutôt à l'arrêt en ce moment, mais sans doute allez-vous pouvoir nous aider à comprendre comment nous adapter au mieux à ce nouveau monde en crise. Alors, crise ou changement de monde? Je vous laisse la parole. À vous, Pierre Drelon. Merci Brigitte pour votre accueil. Merci aussi à Bernadette et à Yvon pour avoir organisé cette conférence. Alors, là aussi, pour donner un petit peu quelques aspects pratiques et vous rassurer, je vais appuyer un petit peu ce que je vais dire avec un support que je vais vous transférer, enfin que je transférerai à Brigitte qui le relaiera, qui est un support écrit qui reprendra un peu l'ensemble de mon propos et puis surtout de manière plus précise l'ensemble des questions que vous ne manquerez pas de me poser après. J'ai imaginé une intervention de ma part d'à peu près 3/4 d'heure pendant laquelle je vais vous parler de manière descendante, ça reste une conférence. Et puis ensuite, je suis à votre disposition pour toute question et donc on y répondra et on prendra le temps qu'il faut pour y répondre. Et au regard des questions et puis des éléments complémentaires ou des questions que peut-être vous n'aurez pas eu le temps de poser et que Brigitte me transférera, eh bien, je finaliserai ce document de synthèse qui est un texte écrit avec des phrases en français dans le texte et que vous pourrez relire à tête reposée pour traiter un peu de notre sujet et ça permettra d'avoir un rebond et de faciliter peut-être ce sur quoi je vais vous inviter ce soir, c'est-à-dire à une prise de recul pour essayer de voir peut-être les choses autrement. Ce que j'ai engagé aussi, c'est d'engager l'enregistrement de cette conférence avec l'autorisation de Brigitte pour pouvoir, si vous le souhaitez, la reprendre ou pouvoir la diffuser auprès d'adhérents ou d'amis qui voudraient l'entendre et qui ne peuvent pas être des nôtres ce soir. Voilà. Alors, soyez pas étonnés, je vais partager l'écran de temps en temps et je vais le faire à l'instant avec un diaporama. C'est comme si nous étions dans une salle avec des représentations. Voilà, et donc vous allez le voir là tout de suite. Voilà, je viens de vous présenter, de mettre en grand écran. Ça va arriver. Voilà, donc normalement, vous m'avez toujours à l'image. Si peut-être Brigitte peut me confirmer que vous m'avez à l'image et que vous avez bien mon diaporama. Et donc, cette page d'entrée de notre titre qui situe un petit peu la réflexion. Oui, c'est bon. C'est bon, bien. Alors, de temps en temps, je couperai et puis je reviendrai sur le diaporama, mais c'est moi qui contrôle les opérations. Alors, crise ou changement de monde, c'est un peu le thème, c'est un grand sujet. Et donc, voilà, on est parti pour 3/4 d'heure dans cette réflexion et dans ce parcours que je voudrais mener avec vous. Toute la problématique de ce qui se passe aujourd'hui, d'un monde à l'arrêt, c'est un petit peu parce que beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de personnes
ne savent pas ce qui se passe, ne comprennent pas bien ce qui se passe. Et quand tout va dans tous les sens, quand les choses n'ont pas d'ordre et quand on n'a plus de repères, eh bien, on a quelques difficultés. Je vais prendre 2 exemples triviaux, si vous le permettez. Vous êtes dans une pièce et vous voulez sortir de la pièce. Pour que le cerveau de chacun d'entre nous qui commande notre corps et qui va nous permettre de cheminer vers la porte, eh bien, notre cerveau a besoin d'avoir une vision globale de l'environnement, donc de la pièce dans laquelle nous sommes, et à la périphérie de cette pièce, bien entendu, de trouver les limites, de trouver les repères. Notre cerveau n'aura donc aucun problème, à partir de cette vision globale et des limites de la pièce, de faire un parcours genre à 360 ou à 180 degrés pour très rapidement réussir à situer la porte et à vous permettre de vous diriger vers la porte et de progresser comme vous avez envie de progresser. Essayez d'imaginer maintenant que le même cerveau de la même personne n'arrive plus à percevoir la vision globale, n'arrive plus à percevoir le cadre et les repères. Eh bien, votre cerveau ne sait plus quoi faire. Il ne voit plus la porte. Alors, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'issue. On pourrait avoir envie de dire, mais on ne peut rien faire. Non, la porte est toujours là, mais on ne la voit pas parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Avant d'apprendre et avant de prendre des décisions pour savoir que faire et dans quel sens aller, et parce que derrière une conférence comme ce soir, j'imagine que votre grande question, c'est et on fait quoi? Et puisque on est à l'EGPE, on fait quoi avec nos enfants et on fait quoi avec nos petits-enfants? Moi-même, j'en ai 5, ben voilà, qu'est-ce qu'on leur dit, comment on agit avec eux? Et de manière très triviale, ma femme me posait encore la question, à Noël, comment on fait? On reçoit tout le monde ou on ne reçoit pas? Ben, on a le droit, on n'a pas le droit, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, il faut se faire tester, il ne faut pas se faire tester. En fait, on ne sait plus quoi faire. Quand on ne voit pas la porte, on ne sait pas quel chemin prendre, puisque la porte, on ne sait pas l'orienter. Alors forcément, tout ça, ça va nous perturber. Je vais prendre un deuxième exemple très rapide. Vous vous levez le matin, vous sortez de chez vous, et une voiture passe, et vos yeux ont perçu cette voiture. Et si je vous demandais maintenant, il y a quelques heures, je parle bien de ce matin, vos yeux ont dû percevoir la première voiture, je ne parle pas de la vôtre, que vous avez perçue en sortant de chez vous, quelle était la marque, quelle était la couleur de la voiture, quel était le numéro de la plaque minéralogique. Ne soyez pas inquiets de ne pas être capable de répondre. Ce n'est pas que vous avez attrapé un mauvais Alzheimer, c'est simplement que votre cerveau a éliminé tout ce qui n'a pas de sens. Le cerveau est beaucoup plus une machine à éliminer tout ce qui n'a pas de sens et à rejeter tout ce qui n'a eu aucune utilité, tout ce qui ne nous rend pas service. Essayez un peu d'imaginer ce que ferait le cerveau d'une personne si cette personne devait tout retenir, tout mémoriser. Nous deviendrions très rapidement fous. Et si aujourd'hui, dans ce qui se passe autour de nous, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à donner du sens à ce qui se passe, alors forcément, eh bien, notre cerveau va rejeter tout ce qui se passe. Et de la même manière que lorsque vous arrivez à un rond-point, et il y a plein de directions possibles, et que vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez pas dans quel sens il faut aller, eh bien, on observe généralement en sociologie, eh bien, on observe 5 attitudes. La première, c'est que la personne s'arrête. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas s'engager dans le rond-point au risque de se perdre et de ne pas savoir comment en sortir. Donc, elles font demi-tour. Vous avez des personnes qui vont dire « je rentre dans le rond-point et on verra bien ». Et sans paraphraser le sketch de Raymond DeVos que vous avez peut-être toujours en souvenir, eh bien, il y a des gens qui tournent toujours en… Je crois que son sketch faisait référence à la place de l'Étoile à Paris, l'Arc de Triomphe. Je rentre et je ne sais pas par où sortir, ou j'ai peur de sortir, et ils tournent encore, ils sont encore en train de tourner. Ça veut dire que vous avez des gens qui commencent à tourner saut. Et puis, vous avez des gens qui vont vous dire bah, « écoutez, j'en sais rien, je ne sais pas où aller, on prendra n'importe quel chemin et on verra bien ». Ça veut dire qu'il n'y a plus de direction. Je ne choisis plus la direction dans laquelle je vais, ce qui n'est pas forcément très intelligent au demeurant. Puis vous avez ceux qui vont se méfier de toutes les alternatives proposées, qui vont penser qu'il y a là un complot derrière et qu'ils vont dire « je prends les trottoirs et puis si je suis un rond-point, je prends la route de la campagne, je vais rouler dans les champs, je ne prends pas les chemins. » Eh bien, oui, partons pour l'aventure. Et puis voilà, ils vont prendre des chemins de traverse et si vous me permettez, ils vont faire n'importe quoi. Vous comprenez donc qu'il est important de trouver du sens, de trouver du sens et de comprendre ce qui se passe pour pouvoir à un moment donné s'adapter et prendre de bonnes décisions. Non, je te montre pas en vidéo, c'est bon.
Ben si, c'est pas Alors, barré. qu'est-ce qui s'est passé? Essayons de comprendre ce qui s'est passé dans notre environnement. Regardez barré là. Eh bien, Vidéo et audio. la question, on pourrait penser que le monde a changé. En fait, honnêtement, le monde a toujours changé et je pense que ce qui caractérise bien le monde et ce qui est une donnée fixe dans notre monde sur lequel nous vivons, c'est le changement. Il y a eu les ancêtres, les hommes préhystériques, il y a eu l'époque du néolithique, les premiers outils au néolithique, puis la guerre du feu, et puis plus tard et sans ordre, eh bien, il y a eu imprimerie, Gutenberg, le moteur à explosion, Edison, la lampe, les avions, les voitures, il y a eu l'Internet. S'il y a bien une caractéristique qui caractérise notre environnement, c'est le changement. Donc, qu'est-ce qui y aurait changé? Eh bien, ce qui aurait changé ces dernières décennies, en tout cas, si on veut prendre une date fixe depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est une question de vitesse. Ce n'est pas que ça bouge, c'est que ça bouge de plus en plus vite. Et le vrai problème, c'est que personne n'a vu arriver ces changements à cette vitesse-là. Et donc, quand on est sur une question de changement et de vitesse, reprenons juste ces dernières années, pour être très clair, on a pu vu arriver la troisième révolution industrielle, 2007, 2008. On n'a pas vu arriver le choc financier de 2008. On n'a pas vu arriver le grand choc d'effondrement du prix des matières premières en 2015 et ce qu'on peut appeler le choc terroriste des années 2015. Et personne n'a vu arriver la crise sanitaire, la de 2020, première vague, deuxième vague, et à quand la troisième? Eh bien, en fait, l'idée, c'est qu'il s'est passé un certain nombre de choses que l'on n'a pas vu arriver à cause de la vitesse. Si on en vient à cette question de vitesse, imaginons, vous êtes sur la route et vous êtes sur une route droite, vous roulez, puis vous roulez un peu vite, ce n'est pas très grave si vous savez où vous allez, si vous savez ce que vous faites et si en effet la route est droite. Imaginons maintenant que vous ne savez plus très bien où vous allez, mais vous roulez vite et que l'environnement il est mouvant, perturbant, perturbé, il est imprévisible, il est incertain, il commence à y avoir de la pluie, du verglas, il commence à y avoir des giboulées, des grêles peut-être, et comment dire, et la route n'est plus droite, la route est sinueuse. Et pire, nous arrivons dans le brouillard. Mais on ne ralentit pas, le monde n'a pas ralenti. Eh bien, il y a juste une chose que l'on ne sait plus, c'est dans quel virage on va aller déraper et se mettre dans le décor, si vous me permettez l'expression. En fait, on s'aperçoit que notre voiture est en perte de cohérence parce qu'on doit rouler, on roule vite, on ne sait plus bien où on va, un coup à gauche, un coup à droite, et forcément, vous allez perdre de l'adhérence, je parle bien de l'adhérence au sol des quatre roues. Et en matière sociale, eh bien, l'adhérence, c'est la cohésion, et l'adhérence, c'est l'adhésion, adhérer à quelque chose, et la cohérence, c'est la cohésion. Et quand on parle de cohérence et d'adhérence, quand on parle de cohésion au sein d'un groupe social, quel qu'il soit, et d'adhésion, eh bien, vous avez les deux piliers de la confiance. L'adhésion et la cohésion sont les deux piliers de la confiance. Eh bien, la problématique aujourd'hui, c'est une dégradation de la confiance, une perte de confiance compte tenu de l'environnement et d'une chose tout à fait normale, si j'ose dire, et naturelle qui se passe, dans un monde où il est caractérisé par le changement, mais plus par la vitesse des changements, où tout va toujours plus vite et où on est incapable d'avoir une vision de ce qui se passera demain et de ce qu'on nous annoncera demain, eh bien naturellement, en psychosociologie, c'est-à-dire dans la manière dont fonctionnent les individus en situation de groupe, dans un environnement perturbant et perturbé, eh bien, vous avez une dégradation de la confiance vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des jeunes. Les enseignants ont moins confiance dans les jeunes. Vis-à-vis des parents, les jeunes ont moins confiance dans leurs parents. Vis-à-vis des professionnels, on a moins confiance peut-être dans son plombier, ça fait 4 fois qu'on l'appelle, il n'est toujours pas venu. Vis-à-vis des professionnels, le salarié a moins confiance dans son employeur. Vis-à-vis des administrations, vis-à-vis des managers, du responsable d'équipe au sein d'une entreprise, vis-à-vis de l'autorité, des hiérarchies, vis-à-vis de l'information. Est-ce qu'on nous dit tout? Est-ce qu'on nous explique? Est-ce que l'information qu'on nous partage est la vraie information? Et comme dirait l'autre, on ne nous dit pas tout. Moi, je vous le dis parce que je sais, j'ai entendu que, et j'ai pu lire ici ou là que, les complotistes, je vous en passe, c'est des meilleurs, vis-à-vis des représentants, des représentations, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des pouvoirs. Et on s'aperçoit qu'en fait, notre méfiance, puisqu'il n'y a plus de confiance, eh bien, va se nourrir
de discours négatifs, de critiques, de méfiance, de défiance, d'individualisme. Et dans une société de pouvoir classique, où vous avez les 5 pouvoirs, les 4 pouvoirs là, que je reprends ici, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir médiatique, on commence à avoir une petite lutte des pouvoirs. Hein, et on va donc faire une requête. Alors, je crois que hier, c'était la requête au Conseil d'État des professionnels du tourisme et des professionnels de la montagne. Aujourd'hui, je crois que ça devait être ceux de la culture, c'est-à-dire on met en défi l'exécutif, le législatif, et puis voilà. Et dans cette société de pouvoir, eh bien, il faut rajouter aujourd'hui le pouvoir des réseaux sociaux, et puis ce fameux pouvoir avec voilà, notre comité de décision d'urgence, eh bien, le pouvoir sanitaire. Et on arrive un petit peu à une histoire de combat des chefs, et j'ose un peu illustrer ce combat des chefs avec la fameuse bande dessinée de Astérix et Obélix. Eh bien, à partir du moment où tout le monde n'est plus d'accord, ça rajoute de l'incohérence à l'incohérence, ça rajoute de la méfiance déjà au manque d'adhésion que nous pouvions avoir. Dans une société où on n'aime pas l'incertitude, dans une société où on n'aime pas les prises de risques, regardez ce qui se passe au niveau des administrations, regardez ce qui se passe au niveau des entreprises, des procédures, des papiers, des justificatifs de tout. Même pour se promener dans la rue, il faut des justificatifs. Du temps que l'on ne peut pas prendre pour aller se promener, c'est 1 heure, c'est 3 heures. Surtout, il faut être rentré avant 20 heures. J'espère que vous êtes chez vous et que vous n'allez pas ressortir après. Et puis, il faut des habilitations dans les entreprises pour tenir tel poste de travail. Il faut être habilité, il faut répondre à des normes standardisées, il faut être homologué, certifié, il faut être autorisé. Des administrations qui ne vont pas faire grandement confiance comment dire, aux citoyens que nous sommes, et il faut tout contrôler. Est-ce qu'on n'est pas passé d'un management par la confiance à un management par le contrôle? Des administrations qui contrôlent au lieu d'imposer, d'aider, de faciliter, d'accompagner. Nous sommes dans un monde où le risque et l'incertitude sont vraiment devenus des choses que l'on n'aime pas, et on va chercher à verrouiller de partout. Il faut tout contrôler. Est-ce que le vaccin va être efficace? Et est-ce qu'on est sûr que chacun va faire ce qu'il a à faire comme il a à le faire? Voilà. Alors, essayons de reprendre un petit peu dans un autre aspect que celui de la sociologie ou de la psychologie, mais celui des neurosciences. Notre cerveau est fait d'un certain nombre de découpes. On connaît tous, on a tous au moins déjà entendu parler du cerveau gauche et du cerveau droit. Et puis, plus récemment, je veux dire, un dénommé Howard Gardner nous parlait des intelligences multiples en disant que nous avions en nous 8 intelligences. On était dans les années 80-90. Une intelligence kinesthésique, l'intelligence du toucher, une intelligence des sons, des rythmes, une intelligence musicale, une intelligence intrapersonnelle, la capacité à se remettre en question, une intelligence interpersonnelle, à établir des liens et des relations, etc. Et puis, depuis ces travaux, on a ajouté d'autres intelligences, une intelligence spirituelle, par exemple. Nous aurions un certain nombre de découpes. Et puis, moi, je parlerai d'autres découpes. Nous aurions aussi 3 cerveaux. Donc, l'ensemble de ces découpes eh bien, existent, ne sont pas remises en question. Mais on a aussi l'archicortex, qui est notre vieux cerveau reptilien, celui qui a un souvenir des animaux préhistoriques que nous étions. Alors, peut-être nous étions des singes, des serpents, des poissons. C'est celui qui pilote les processus de vie, qui fait que vous n'avez pas besoin de vous remémorer qu'il est nécessaire de respirer. C'est celui qui va générer les mécanismes de défense, de protection et de résistance au changement, quand le changement n'a pas de sens, puisque le cerveau est un filtre à sens. Le cerveau rejette tout ce qui n'a pas de sens et a besoin de sens. Et quand ça n'a pas de sens, il rejette. Par exemple, le numéro de la plaque minéralogique dont je parlais tout à l'heure, ou le fait que tout à chacun va hésiter à s'engager dans un rond-point où il y aura plein de directions proposées, mais comme je ne sais pas bien où on va, je préfère ne pas y aller dans le rond-point. Et je préfère ou bien m'arrêter, ou faire demi-tour, et puis m'arrêter et m'accrocher à ce que je comprends bien, à mes usages, à mes habitudes, à mes routines. Un chien vaut mieux que 2 tu l'auras. Ça, c'est l'archicortex, 200 millions d'années d'histoire. Autant vous dire que les racines de ce vieux chêne sont bien, comment dire, pénétrées dans notre corps. Le paléocortex, c'est un cerveau un petit peu plus récent, 100 millions d'années. On dit aussi de lui qu'il est le siège des émotions. On parle du cerveau limbique. En fait, grosso modo, ce cerveau limbique va aspirer
les émotions issues de la qualité relationnelle, nous sommes en relation, eh bien notre relation va véhiculer une fréquence qui va, comment dire, se matérialiser par des émotions. Ces émotions, au début, il y en avait 4 quand les scientifiques ont fait la recherche, la joie, la peur, la colère, la tristesse. Puis il y en a eu 2 de plus, la surprise et le dégoût. Et puis, en fonction de l'évolution de la recherche, maintenant, on a une 50aine d'émotions et la combinaison d'émotions génère les sentiments. Et en fait, ce cerveau limbique va aspirer ces émotions issues de la qualité relationnelle et va les transformer. Donc, le cerveau limbique, c'est un aspirateur et un transformateur qui va aspirer et transformer ces émotions en énergie électrique. Si elles sont plutôt négatives, ça va donner les commandes à notre cerveau reptilien pour nous opposer, pour résister, pour nous défendre, etc. Si c'est positif, ça va de l'avant. Si ça nous donne envie d'entreprendre, de faire, de réaliser, d'innover, de créer, eh bien, ça va donner les commandes à notre néocortex qui contient l'intelligence, qui est beaucoup plus récent, existence de 100 000 ans au jour d'aujourd'hui, qui est, on va dire, le cerveau de l'homme moderne. Eh bien, vous comprenez, si je reviens sur l'image d'avant, qu'avec des discours négatifs, des critiques, de la méfiance, de la défiance, de l'individualisme, vous voyez bien que souvent les médias, quand ils donnent le micro, je veux dire, à n'importe quelle personne pour savoir comment elle vit la situation, nous avons une probabilité, une propension beaucoup plus forte à nous exprimer de manière négative et à faire en sorte aujourd'hui qu'on a beaucoup plus de comportements d'opposition, de résistance, de méfiance, pour ne pas parler de défiance vis-à-vis de ce qui se passe. En tout cas, la situation actuelle ne nous manifeste pas forcément beaucoup d'intelligence dans ce qui est mis en œuvre autour de nous. Et donc là, je vais arriver à un autre schéma, c'est que qu'est-ce qui nous permet d'agir sur le monde? Eh bien, ce sont nos attitudes et nos comportements. Et nos attitudes et nos comportements sont issus de nos compétences. Et nos compétences elles-mêmes sont produits de nos apprentissages. C'est parce qu'on apprend, mais on ne peut apprendre que si on comprend, que l'on va développer des qualités et des compétences qui vont se manifester, nos compétences, par une action, puisque c'est notre cerveau qui commande notre corps. Ce sont donc nos compétences qui vont développer nos attitudes et comportements qui vont nous permettre de nous adapter. Un exemple très simple, il fait froid dehors, vous mettez un pull ou vous ne sortez pas. Il fait chaud, vous enlevez le pull ou vous aérez la maison. Et c'est bien parce que vous avez développé une certaine compétence dans votre programme du vivant qu'à un moment donné, en fonction de la météo, vous savez comment vous habiller. Et s'il pleut dehors, ou bien vous ne sortez pas, ou vous prenez un vêtement de pluie ou un parapluie, ou pas. Mais ici fait un grand soleil, normalement, vous ne mettez pas de vêtement de pluie, vous ne sortez pas un parapluie, parce que vous avez appris de votre expérience. Et on n'apprend pas avec son petit doigt, on n'apprend pas avec son coude, on apprend avec son cerveau, c'est-à-dire la partie intelligence qui est à l'intérieur du néocortex. Et donc, c'est bien l'intelligence et le néocortex qui nous permet d'apprendre, de développer des compétences et de nous adapter. Alors, revenons à notre évolution d'environnement. Si on dit que nous devons nous adapter, eh bien, il faut s'adapter à quelque chose, c'est-à-dire à l'évolution de l'environnement. Que s'est-il passé? Eh bien, ce qu'on peut observer, là maintenant, on était dans les neurosciences, avant on était dans la psycho et la sociologie, on va faire un petit peu d'économie. Vous voyez, on va faire un petit parcours, je vous avais dit, un petit peu un itinéraire, comment dire, on va traverser les différentes régions de la connaissance qui ont baigné notre culture. Eh bien, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles formes de communication, par exemple du charbon et des trains qui ont donné des locomotives et qui ont permis aux locomotives de transporter des objets, des biens, des services, mais aussi des personnes sur des lignes de chemin de fer, quand on a de nouvelles formes de communication avec une nouvelle forme d'énergie et qui viennent se relier à de nouvelles formes de transport, donc communication, énergie, transport. Deuxième révolution industrielle, eh bien, c'est la voiture, c'est le moteur à explosion, c'est le pétrole, c'est du bitume, du macadam qui est fait avec le pétrole, puis c'est des routes qui vont s'améliorer avec des véhicules et des voitures. On va peut-être être moins dans les trains, plus avec sa voiture pour circuler sur les routes et ainsi aller voir nos enfants et nos petits-enfants. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle combinaison de formes de communication, d'énergie et de transport, eh bien, nous basculons dans une nouvelle révolution industrielle. Eh bien,
au 19e siècle le charbon, au 20e siècle le pétrole, au 21e siècle une ère post-carbone où on s'aperçoit qu'il faut sortir du pétrole, parce que tant il dégage du carbone et il contribue malheureusement au réchauffement de la planète. Eh bien, vous voyez, première révolution industrielle, charbon, locomotive, chemin de fer. Deuxième révolution industrielle, électricité, pétrole, des usines, des voitures. Et puis l'urbanisation, la pollution dans les villes, les bouchons. Et nous arrivons avec la troisième révolution industrielle, dont la date a été fixée et décrétée comme étant une date où définitivement nous avons basculé en 2007. Grosso modo, nous avons eu les 30 glorieuses qui nous ont amené les 30 années de croissance et de développement économique d'après-guerre, qui nous ont amené après les années 68 aux années 70 et les premières années de crise économique liées aux crises pétrolières. On voit bien que le pétrole est un problème. Eh bien, on arrive dans les années 70 et après les 30 furieuses, eh bien, nous avons à vivre les 50 furieuses, 50 années furieuses dans lesquelles on commence à comprendre que ça ne marche plus bien. Alors, on va avoir des problèmes économiques, des problèmes financiers, des problèmes de licenciement. Et c'est aussi des années, en même temps, où on va reculer les frontières, les limites, la mondialisation, l'internationalisation. Quand on ne maîtrise plus rien et plus grand-chose, on va développer l'administration du papier, l'administration du contrôle, la bureaucratisation, la technocratisation de nos systèmes. Et une technologie de l'information et de la communication, besoin d'énergie durable et renouvelable, on commence à bricoler, on commence à dire que là où avant c'était très bien de rouler avec du moteur diesel et du gasoil, maintenant c'est une très mauvaise idée. On va vous mettre de l'électricité, mais demain on apprendra que le fait de fabriquer des batteries, ça ne marche pas. Enfin, en clair, on ne sait plus à quel sens vouer. Et en même temps, nous faisons des découvertes sur les neurosciences, les sciences du système nerveux central, le fonctionnement du cerveau et de l'intelligence. En fait, on s'aperçoit que la troisième révolution industrielle nous met face à des ruptures. Et on repère aujourd'hui 7 ruptures. Une rupture écologique, c'est-à-dire la fin de l'abondance. Nous avons épuisé les ressources et on a été un peu trop loin. La deuxième révolution industrielle nous a mis dans un mur. Nous avons aussi une rupture technologique. On a compris comment fonctionnait le cerveau et on a mis toute cette intelligence réelle que l'on comprenait au quotidien. Mais au lieu de travailler dans le développement de l'intelligence réelle et dans une certaine manière d'agir et de réagir autrement, si vous me permettez, avec plus d'intelligence, les pieds sur terre, la tête dans les épaules, on a été mettre ces apprentissages, ces découvertes dans les machines, dans l'intelligence artificielle. Et on a développé de l'informatique, des robots, des automates, etc., etc. Et on est parti dans une course folle à l'intelligence artificielle qui nous impose des rythmes. Aujourd'hui, le téléphone portable va nous imposer des rythmes. Je ne critique pas le téléphone portable, mais le mail va nous imposer des rythmes. Si je vous disais combien j'ai de mails dans ma boîte email, avec le retard que j'ai accumulé, alors évidemment, j'ose dire que je vais essayer de nettoyer tout ça pendant la période des fêtes, mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps, j'en ai un peu plus de 7000 de mails que je n'ai pas traités depuis 6-7 mois. Et à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et là, je suis, par exemple, vous voyez, je suis avec vous ce soir parce que je faisais une intervention à l'école de management de Lyon à Écully. Et donc, je suis en séminaire depuis dimanche soir. Eh bien, autant vous dire que je n'ai pas eu le temps d'écouter mes messages, de lire tous mes SMS. Je pense que j'ai 17 messages en retard et je dois avoir une trentaine de SMS, dont la moitié, c'est des gens qui me disent que je n'ai pas répondu à leurs messages. Sauf que, bon, ce n'est pas possible, quoi. À un moment donné, je ne peux pas m'imposer des rythmes, me voir imposer des rythmes de vie par l'intelligence artificielle. Et nous sommes condamnés à reprendre de l'intelligence réelle pour que ce ne soit pas les machines qui commandent nos vies. Une rupture économique et financière, je crois que je n'ai pas grand exemple. Je ne suis pas à critiquer le fait que nos États n'ont jamais, la France n'a jamais tant aidé les entreprises et les particuliers, les personnes en difficulté avec les fonds de solidarité, les aides qu'on va donner ici ou là. À chaque fois, on vous dit, ben voilà, on a autant de milliards en plus, autant de milliards en plus. Enfin, à un moment donné, quand même, déjà, on se posait la question de la dette. Ben maintenant, sur le plan économique, on voit bien qu'on va atteindre des limites. Je ne sais pas si demain, en tout cas, les aides, on a bien dit aux personnes qui les ont reçues qu'elles n'auront pas à les rembourser. Ce sont des aides. Moi, je pense que les prêts PGE demain, les entreprises vont être incapables de les rembourser.
Et est-ce que la France va être un jour incapable? Alors, je sais bien que nos ministres, pour rassurer tout le monde, disent qu'on va être capable de rembourser. Mais vous savez, à un moment donné, je travaillais, on n'avait pas encore ouvert les frontières de l'Est, et je travaillais avec l'Allemagne, et puis à Berlin, et puis en Pologne, donc à Varsovie. Et je me souviens quand même devoir prendre des hôtels et payer mon petit déjeuner, quelque chose comme 1, 2 ou 3 millions de zlotys. Le petit déjeuner que je prenais dans un café ou dans un hôtel. Parce que tant que vous faites marcher la planche à billets, ben vous savez bien que vous augmentez la quantité, donc vous baissez la valeur de l'unité. À un moment donné, on a un vrai défi, une vraie rupture économique et financière. Peut-être. D'ailleurs, la crise financière de 2008 avait été déjà une alerte que nous avions été loin dans la dérive. Eh bien, aujourd'hui, je pense que peut-être on en va encore plus loin dans la dérive. Et à quand la prochaine crise économique? Peut-être qu'on est à la fin du monétarisme et que le monétarisme, c'est-à-dire le fait d'utiliser de l'argent, l'espèce sonnante et trébuchante, vous savez bien, dans le milieu associatif, qu'on arrive à travailler dans le bénévolat. Par le passé, il y avait le troc, et pendant des décennies et des décennies, des centaines d'années, nous travaillions sur le don et le contre-don. En sociologie, il y a la fameuse théorie de Mauss, M-A-U-2-S, qui expliquait que la nature du monde ne fonctionne pas sur l'argent, mais sur la relation entre les gens, dans l'aide, l'entraide, l'accompagnement, etc. Peut-être qu'on est au bout d'un système économique, organisationnel. Nos organisations sont des usines à gaz, ce qui nous empêche toute flexibilité pour nous adapter à l'environnement. Dans un environnement dans lequel il n'y a plus de sens, une rupture philosophique, demandez un peu à vos enfants ou à vos petits-enfants comment ils voient l'avenir, ce qu'ils ont envie de faire comme études et quels sont leurs rêves et comment ils projettent leur avenir. Probablement aujourd'hui, on a un défi philosophique qui est redonner du sens. Défi sanitaire, j'en parle pas, et une vraie rupture politique dans le fait que comme nos politiques, du grec polis, c'est-à-dire ceux qui organisent la société, n'ont pas anticipé la vitesse et la bascule vers le 3e millénaire et la 3e révolution industrielle, aujourd'hui, il y a un vrai défi, une vraie méfiance vis-à-vis du politique qui crée une vraie crise de la représentation. Est-ce qu'on croit encore à nos représentants? Est-ce qu'on croit encore à nos politiques? Nous avons changé de monde, et en changement de monde avec le 3e millénaire, eh bien, nous avons un changement qui fait que nous devons faire le deuil de la société passée. Quand on regarde les courbes du deuil, eh bien, il y a 9 phases par lesquelles nous devons impérativement passer. Alors, je ne vais pas, grosso modo, faire le détail. Vous irez retrouver cette courbe du deuil dont j'ai mis l'auteur Kubler-Ross ici. Vous avez ces différentes phases, c'est-à-dire on passe par le fait qu'on n'y croit pas, puis à un moment donné, c'est la colère, puis c'est la peur, puis c'est la tristesse, puis on est dans. Et à un moment donné, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'accepter que nous avons changé de monde et qu'à un moment donné, il faut prendre les décisions qui conviennent pour aller dans un futur positif, pour redonner du sens, pour donner du renouveau et retrouver la sérénité et la croissance. On a beau dire ce qu'on veut, on ne peut pas vivre et on ne pourra jamais vivre, ou alors c'est la fin de l'humanité, dans la distanciation sociale et avec des masques. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que n'oublions jamais que la nature humaine, nous sommes tous le fruit d'un contact, et en sciences humaines, il n'y a pas, il y a un principe fondamental, c'est qu'il n'y a pas de fécondité sans contact. Donc, nous sommes là dans des phases de deuil, faire le deuil avec le monde matérialiste, l'hyperconsommation, le monde financier, le monde où on veut prendre aucun risque, le monde où il est très difficile pour nos jeunes de créer une entreprise et d'oser risquer, de prendre des initiatives, un monde où on ne fait plus confiance à personne, où il faut avoir un papier pour justifier de tout. Je pense que nous devons tourner la page de ce monde et faire, le deuil de cette époque. Peut-être retrouver plus de précarité créatrice pour remettre les pieds sur terre et de remettre la tête sur les épaules. Mais pour cela, il faut sortir de notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est une zone qui fait que malheureusement, notre matérialisme, le confort que l'on a acquis par les 30 glorieuses et que l'on n'a pas voulu lâcher dans les 50 années furieuses qui ont suivi, aujourd'hui nous met en défi. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 4 voitures à la maison? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 6 téléphones portables? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une télévision avec 250 ou 2000 chaînes? Je n'en sais rien. Enfin, voilà. Il faut sortir de cette zone de confort pour oser, apprendre de la différence, oser fonctionner autrement et oser imaginer peut-être fonctionner autrement.
C'est-à-dire que je pense que la deuxième révolution industrielle nous a engagés, je disais tout à l'heure, nous a mis dans un mur, et maintenant nous avons à inventer un nouveau paradigme, une nouvelle ère, en nous réunissant, en nous retrouvant dans une intelligence collective qui va nous permettre de nous retrouver dans un néocortex collectif dans lequel nous allons pouvoir innover, créer, inventer et nous mobiliser. Mais pour cela, encore faut-il ouvrir la porte du néocortex. Parce qu'il n'y a pas de bouton marche arrêt sur l'intelligence. Ce n'est pas parce que vous allez décréter l'intelligence qu'elle va se mettre en route. Il faut ouvrir la salle des coffres. Il faut ouvrir la caverne d'Ali Baba avec laquelle nous sommes tous venus au monde, une richesse fantastique pour avoir des tas d'idées et pour entreprendre, faire, réaliser, nous rencontrer et par la qualité relationnelle, avoir un échange émotionnel. Et je rappelle que l'émotion, grande découverte scientifique des années 90, 80-90, l'émotion issue de la qualité relationnelle est au cerveau ce que le carburant est à la voiture. L'émotion est une vraie énergie qui met en route le moteur, qui génère le motif à l'action, qui nous donne la raison et qui nous donne du sens. Eh bien, si on arrive à travailler la qualité de l'expression, parce que les gens s'expriment et ils vont extérioriser leur pression, extérioriser leurs mots, MAUX, avec des mots MOTS, pour les transformer en action commune, la communication. Je vais passer de l'expression à la communication, de telle sorte que je vais développer des relations. L'intelligence, c'est la capacité à établir des liens, des associations et des relations. L'étymologie de l'intelligence, c'est interlegere en latin, de telle sorte que ces relations vont produire des émotions. Et vous avez là 4 clés magiques, l'expression, la communication, les relations et les émotions qui vont faire que notre intelligence collective va s'ouvrir. Alors, on va pouvoir ensemble découvrir qu'il y a un tas de choses que nous pouvons entreprendre, innover, apprendre des leçons de l'expérience, de faire des retours de l'expérience du premier et la première révolution et la deuxième révolution industrielle, des 2 siècles qui sont passés, pour pouvoir faire en sorte que de ce retour d'expérience et de cet apprentissage de l'hyperconsommation, de l'urbanisation, de la métropolisation, du fait du trop d'électronique et de pas assez d'humains, du téléphone à table, alors qu'à table, on a besoin d'une fourchette et d'un couteau et pas d'un téléphone, enfin, j'en passe et des meilleurs. Hein. Et du fait que le soir, il est peut-être intéressant d'écouter de la musique, de lire un roman, et de partager les émotions de la journée que d'aller regarder une bêtise à la télévision ou de regarder des séries ou pire, de regarder les réseaux sociaux qui n'ont de social que le nom. Eh bien, il y a peut-être beaucoup de lumière à dégager et je pense que les atouts sont en nous. Si nous développons ce qui fait que nous venons au monde avec de l'expression, notre capacité, le bébé qui s'exprime avec son corps, avec ses yeux, avec sa curiosité, avec ses bras, et qui donne envie aux parents de le prendre dans ses bras, et aussi aux grands-parents, et aux grands-parents de s'occuper de nos petits, eh bien, de pouvoir agir avec action commune, dans une qualification de la relation, l'ensemble produisant des émotions, et vous avez les 4 clés sur mon graphique, il faut rajouter les émotions, qui permettent de pénétrer l'intelligence, qui développent la capacité à apprendre, à développer des compétences, et ainsi à agir sur les attitudes et les comportements pour pouvoir agir sur le monde, plutôt que ce soit le monde qui agisse sur vous. Vous ne pouvez pas changer le monde. Et on ne peut pas refaire le monde. Peut-être qu'il est possible de parfaire le monde. S'il pleut, ben oui, ça peut être le verre à moitié vide, à moitié plein. Il pleut, c'est pas bien. N'empêche que si on n'a pas d'eau, la sécheresse, c'est pas terrible. Il ne tient qu'à nous de nous adapter à la pluie et de faire ce qu'il faut dans nos attitudes et comportements pour sortir avec un parapluie et un vêtement de pluie. Donc, je pense que les atouts sont vraiment en nous. Il ne tient à nous que les utiliser. 4 atouts, vous avez compris. L'expression, la relation, l'expression, la communication, la relation et les émotions. Et ces atouts, c'est quoi? Eh bien, c'est que je crois qu'aujourd'hui, alors qu'on disait qu'il y avait du chômage, alors que nous disions qu'il était difficile d'entreprendre, il est toujours, moi, quand je fais des interventions devant des étudiants et je leur dis, allez, vous avez 5 minutes pour inventer un produit ou un service qui n'existe pas et qui pourrait y être l'entreprise que vous avez envie de créer. Eh bien, les étudiants avaient du mal, honnêtement, du mal à imaginer.
tellement aujourd'hui on est dans la profusion. Eh ben, je suis désolé, mais avec les 7 défis que j'ai rappelés tout à l'heure, je pense qu'il y a de nombreux projets, il y a beaucoup à faire. Reconstruire, répondre à la rupture écologique, réchauffement de la planète, décarboner l'économie, se déplacer autrement, peut-être vivre à la campagne, consommer autrement, peut-être développer l'activité économique locale, développer une logique des territoires, remettre des entreprises à taille humaine. Je ne sais pas comment on peut faire pour créer l'intelligence collective dans une entreprise de 250 000 salariés. Et je ne sais pas comment on peut faire pour développer l'intelligence collective dans une administration où travaillent 1 million de technocrates. Redonner de la vision globale, une carte de la direction et du sens, du repérage d'acteurs, savoir qui fait quoi, et de ne pas être balancé d'un service à un autre. Reconsidérer des missions simples et importantes. Et je crois que le Covid nous l'a montré. Les quelques personnes qui vont faire le nettoyage dans les hôpitaux, les aides-soignants, les personnes qui ramassent les poubelles, le facteur. Il y a des métiers simples qui sont dévalorisés par la société. Les infirmières, bien entendu. Le fait qu'il est important qu'on puisse trouver des réponses à nos questions et pas que par Google, que l'on puisse être livré des choses dont on a besoin et pas que par Amazon. Moins de procédures, moins d'administration, plus d'initiatives, de développement de personnel pour faire en sorte que le bébé qui vient au monde et qui est un potentiel devienne quelqu'un. Moins d'écart entre les intelligences, intelligence artificielle et intelligence réelle, que ce soit bien les hommes qui commandent les machines et pas les machines qui commandent les hommes, que ce soit les hommes qui donnent le rythme et la vitesse aux machines et pas la machine qui impose le rythme et la vitesse aux êtres humains. Bien sûr, c'est bien de prendre des avions. Bien sûr, c'est bien de traverser la France en 5 heures de TGV. Mais est-ce qu'on y a bien réfléchi? Ça veut dire que derrière, la vie va s'organiser autour du TGV et des avions. Et les gens vont aller passer leurs vacances à l'étranger, dans des avions qui nous coûtent combien? Moins d'écart entre ces intelligences, plus d'agilité dans l'organisation, moins de finances, moins de gestion, moins d'administration, peut-être plus d'appartenance à des groupes sociaux, plus de reconnaissance à l'intérieur du groupe social, plus de réalisation des individus. Alors, crise ou opportunité? Écoutez, je vais la faire facile ou peut-être violente. S'il est vrai que c'est les Chinois qui nous ont envoyé le virus, eh bien, essayons de regarder ce que signifie l'idéogramme crise en chinois. Il veut dire danger et opportunité. Le danger, c'est qu'on peut y laisser notre peau. L'opportunité, c'est peut-être une relecture de ce qui se passe aujourd'hui pour nous dire que nous avons été, par le passé, au bout de la première révolution industrielle, et dans les années 1875-80, nous avons basculé dans un autre monde qui nous a amenés vers l'hyperconsommation, l'hypermondialisation, l'hyperfinance, l'hyper-dépersonnalisation, où les gens ont été obligés de s'inventer des réseaux sociaux et des faux amis sur Google, sur Instagram, sur TikTok ou ailleurs, et que peut-être on a été au bout de quelque chose. Et que ce que nous signifie le virus et la crise, je rappellerai quand même que le virus fait partie de la famille des microbes, dans lequel on va aussi trouver les parasites, par exemple, et il y a 10 000 fois plus de virus que de cellules. Un professeur qui s'appelle le docteur Soulier, je vous le mettrai dans les références, dans le document que je vous enverrai, rappelle que nous sommes faits de virus. Et il n'est pas normal que nous ne cohabitions pas bien avec un virus. Quel est le signe de la maladie? Le maladie. Si nous sommes faits de virus, eh bien, il n'est pas normal que nous ne cohabitions pas bien avec le virus. Ça signifie quelque chose. Eh bien, sachons utiliser cette signification, ce sens, pour retrouver du sens et que cette crise soit une opportunité. Et je pense que la nature sur l'homme, elle en est plus puissante, elle en est plus forte. Et si on n'a déjà pas tiré les leçons après la crise financière de 2007, après la crise de 2015 des matières premières et la crise terroriste que nous vivons aujourd'hui, le vrai danger, il n'est plus aujourd'hui, je crois, dans les guerres mondiales, telles qu'on a pu les vivre dans la Première et dans la Deuxième Guerre mondiale. Le vrai danger aujourd'hui, il est dans notre cohabitation, d'en vivre ensemble. Et on est arrivé au bout du mur où il ne faut plus se toucher, il ne faut plus s'embrasser, il ne faut plus se serrer la main, il faut cacher sa bouche et il ne faudrait plus aller se voir à Noël. Eh bien,
le sens de tout ça, c'est qu'on doit remettre du bon sens. On doit remettre la tête sur les épaules et on doit reprendre pied sur terre. Profitons de la 3e révolution industrielle pour remettre du contact, de la proximité, des territoires, de l'humain dans toutes nos entreprises. Notre vie est une entreprise. Nos enfants sont des entreprises. Les petits-enfants sont les entreprises de nos enfants. Les activités associatives sont des entreprises. Peut-être qu'on a trop orienté les entreprises sur le business marchand, sur les multinationales, sur ce que le monde anglo-saxon a appelé les firmes. Et dans une firme, on a créé une rupture avec l'étymologie de entreprendre, faire, réaliser, prendre entre ses mains. Et encore une fois, il n'y a pas de fécondité sans contact. Je pense que si, à un moment donné, nos mastodontes, notre mondialisation, j'espère que les gens iront moins en vacances à l'autre bout du monde, prendront moins les avions, mais qu'on redonnera le pouvoir à la relation de proximité, au contact. Et si on regarde la nature, je pense que la fourmi n'a jamais souffert de famine, d'habitat. Le lion, probablement. Le rhinocéros blanc, probablement aussi. Voilà, je suis à l'écoute de vos questions sur mon analyse de l'environnement. Je ne suis pas certain que ce qui se passe, ça fait un peu bizarre de dire ça, soit une mauvaise… Ça nous oblige, je pense, si on revient sur la courbe du deuil, on est tout en bas. On ne peut pas aller plus loin. On peut avoir une première période de confinement, on l'a eu, on peut en avoir une deuxième, on en sort. On peut peut-être en avoir une troisième, une quatrième, mais à un moment donné, la nature va nous obliger à changer. La nature nous commande. Si l'homme disparaît de cette planète, la nature ne disparaîtra pas. On a toujours dit que nous étions peut-être en train de vivre la 6e extinction planétaire, ça veut dire qu'il y en aurait eu 5 avant. La nature a toujours rebondi. La nature s'adaptera toujours. Le vrai problème, c'est que l'humain soit à l'écoute de la nature et que nous puissions retrouver du bon sens. Voilà, j'en ai terminé et je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup, Pierre Drolon, déjà, de votre bel exposé. Donc, s'il y a des questions, il faudrait vous manifester en levant la main, en disant qui veut parler ou en disant votre nom et vous branchez votre micro à ce moment-là. Faudrait peut-être, Pierre, enlever les… parce qu'on ne voit plus la dernière diapo, je pense. Voilà, comme ça on voit. Merci. Oui, merci Brigitte. Y a-t-il une première question? Alors moi, je vais juste demander à Pierre, puisque j'ai la parole, dans les ruptures, les 7 ruptures que j'ai notées, il me semble que vous n'avez pas évoqué la rupture sociale. La pauvreté qui augmente, et voilà, donc que pouvez-vous en dire et pourquoi ne l'évoquez-vous pas? Alors non, ce n'est pas un oubli. Je crois que ça doit être un travers de ma formation économique, c'est-à-dire qu'en ayant développé une économie autour de la notion de richesse, autour de toujours chercher plus de résultats, des entreprises qui se développent, etc., en effet, on a développé un déséquilibre entre les riches et les pauvres. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que 95% des richesses de la planète sont détenues dans les mains de moins de 100 personnes. Sur Terre, lorsque je terminais mes études déjà en France, j'avais appris que nous étions 50-55 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 67, 40 ans après. On est passé donc de 55 à 67 en 40 ans. La population mondiale aujourd'hui est un peu plus de 7 milliards. Les projections pour 2050 sont à 9 milliards et demi et à 2100, on est à 12-13 milliards. Or, d'ores et déjà aujourd'hui, sur les 7 milliards, il y a 3 milliards et demi, c'est-à-dire exactement
un habitant sur 2 de la planète qui est en dessous du seuil de pauvreté, qui n'a pas de quoi se nourrir, qui n'a pas de quoi se loger. Donc, je pense que quand je parle de rupture économique, c'est qu'on a oublié le sens de l'économie. C'est de donner les moyens à chaque être sur Terre de vivre, j'ai envie de dire simplement, correctement. Donc, oui, il y a une rupture sociale, et c'est parce que l'économie a écrasé le social qu'il faut que le social redevienne l'élément moteur de l'économie. Mais c'est vrai qu'il y a une rupture sociale. D'ailleurs, le fond du problème aussi de ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, avec toutes les entreprises qui vont devoir fermer, parce qu'on les oblige de fermer. C'est-à-dire on interdit l'entreprise. Enfin, sur le plan mental, c'est un truc de fou. La personne a eu un projet, elle a pris des risques, elle s'est investie dans son entreprise et on lui interdit son activité. On l'interdit 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais on lui dit c'est pas grave, ça va reprendre après, mais il faut arrêter. Il y a une part très importante d'entreprises qui ne reprendront pas. Alors, je ne sais pas si nos dirigeants sortent de l'X, de Centrale, de l'ENA, de Normal Sup ou d'ailleurs, mais on se demande par moment si on a pensé un peu loin. Donc, oui, il y a une vraie crise sociale. On est en plein dedans. Un habitant sur Terre est dans le seuil de pauvreté et 90-95% de nos richesses sont dans les mains de moins de 100 personnes. On a un problème. M. Roland, quand il a dit qu'on n'avait pas vraiment vu venir à cause de la vitesse. Tout ce qui se passe actuellement sur le plan écologique. Oui, on n'entend pas bien. Avait été décrit il y a plus de 40 ans, même 50 ans, par le Club de Rome et des gens comme ça. Rien. Il ne faut pas le dire ça. On a cyniquement ignoré ça. On traitait les gens de babacous, ceux qui voulaient penser qu'il fallait consommer moins. Et on entend tout le temps dire que nous repartons dans la croissance, c'est fini. Il a bien dit d'ailleurs en montrant que les ressources étaient limitées et la distorsion de l'argent qui bientôt ne voudra plus rien dire, comme vous avez dit. Voilà, il ne faut pas dire qu'on ne savait pas. La génération, ceux qui ont eu le pouvoir et la décision depuis 50 ans, se sont comportés comme des criminels vis-à-vis de l'environnement. Et on va tous y passer à cause de ça, à cause de loi thermodynamique. Tu as entendu, toi? Alors, je ne sais pas si… Enfin, j'ai entendu, j'ai décodé un peu le propos. Je vais essayer de reformuler ce que j'ai entendu, que tout le monde puisse le reprendre en espérant que vous m'entendez mieux que je ne vous ai entendu à cause de la qualité du son. Donc, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a une problématique de vitesse et du couple changement-vitesse. C'est beaucoup de changements qui ont été beaucoup plus rapides et qui n'ont pas forcément, pour le dire autrement, dans le bon sens. Ça, c'est une première remarque que vous avez faite, et donc je valide ça, bien sûr. La deuxième remarque, où j'ai eu le sentiment que vous vous opposiez à moi, c'est de dire que quand j'ai dit on ne l'a pas vu arriver, et vous avez dit, si, le groupe de Rome, le club de Rome l'avait vu arriver. Je pense, en effet, qu'il y a un certain nombre de sages, de personnes qui avaient prévenu. Par exemple, moi, quand j'étais étudiant, j'ai appris, il y a 40 ans, cette problématique de l'évolution démographique. Alfred Sauvy, j'ai appris Alfred Sauvy. Et quand on reprend les chiffres et les prévisions, on le savait. Par contre, c'est en effet le jeu bizarre du politique et du business. Acceptons de dire que le politique aujourd'hui a ce qu'il mérite, c'est-à-dire le défi politique qui est dans une crise de la représentation où les gens ne font plus confiance aux politiques, où en fait, il y avait des choses qui étaient connues, et je suis d'accord avec vous, Monsieur Château, par le fait qu'il y a des choses qui étaient connues, mais qui n'ont pas pu être diffusées. Moi, le premier, sur ce que je dénonce et que j'écris, je vais vous dire, j'ai voulu écrire un livre il y a quelques années là-dessus, il n'y a aucun éditeur qui a voulu l'écrire, qui a voulu l'éditer. Et j'ai dû le faire à compte d'auteur. C'est-à-dire, c'est moi-même qui ai payé mon édition parce que personne ne voulait. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas convenu, convenant, convenable, il fallait passer en comité de lecture, il fallait être autorisé à… oui, mais ça pouvait créer un vent de panique, ça pouvait être dangereux, ce n'était pas forcément dans le sens du politique. J'ai fait 35 éditeurs, j'ai tout entendu et son contraire pour justifier qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il faut rassurer les gens, m'a-t-on expliqué.
il ne faut pas alerter. Voilà, voilà. Mais en attendant, il faut aider. Mais peut-être un autre éditeur vous aidera. Donc, je suis d'accord avec vous. Par contre, aujourd'hui, c'est très intéressant parce que le problème, il se pose aux politiques. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est bien eux qui doivent faire fonctionner l'État. Et attention, la richesse, elle n'est jamais venue des États. La richesse, elle vient des entreprises. Et elle vient des initiatives personnelles à l'intérieur des entreprises. Et je parle des entreprises, comme je l'ai écrit dans le diaporama, entre guillemets, des initiatives de chacun. Donc, oui, il y a une histoire de vitesse et il y a une histoire de ne pas avoir entendu. Et c'est peut-être ça la grande leçon du virus, c'est de vous n'avez pas voulu entendre, alors maintenant vous allez vous occuper du virus que vous avez généré. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, hein, à avoir des gens, honnêtement, moi j'ai arrêté l'international il y a bien des années. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il m'est arrivé 2 petites histoires personnelles. Une en Afrique, j'étais au Nord Cameroun pour une mission professionnelle et je suis revenu avec un sac en cuir que j'avais acheté sur le marché de Maroua. Voilà, Maroua, c'est une ville au Nord Cameroun. Et j'avais acheté un sac en cuir qui venait d'une tannerie. Et lorsque je suis revenu, eh bien, écoutez, on a eu des tas de problèmes dans la maison. On a eu des tas de problèmes qui étaient bizarres, à tel point qu'il a fallu faire désinfecter la maison. Et puis, on cherche, enfin, voilà, on attrapait voilà, un peu des maladies, un genre d'urticaire, ce n'était pas très grave, etc. Eh bien, simplement, dans mon sac en cuir, il y avait une larve d'une petite bête que je n'aurais jamais dû ramener et qui s'est développée. Je peux vous assurer que mon sac, je l'ai brûlé et la maison, on l'a bien désinfecté. Je n'achèterai plus jamais un sac en cuir d'un pays à l'autre bout du monde. Et il m'est arrivé une deuxième petite histoire, ça c'est un peu plus récent, où je ne sais pas bien ce que j'ai mangé en Inde, mais en prenant un avion de New Delhi pour descendre sur le bas de l'Inde, eh bien, j'ai attrapé quelque chose qui ressemblait à une forme de dysenterie dans l'avion. C'était tout juste si je n'ai pas dû aller à l'hôpital en arrivant à l'aéroport à la destination. Simplement, j'avais eu la mauvaise idée de manger hindou, indien. Eh bien ça, c'était une mauvaise idée. Et depuis ce temps-là, vous ne me ferez pas manger de sushi, vous ne me ferez plus manger de couscous. Et ça en est terminé. J'ai compris qu'on ne devait pas ramener des affaires d'un autre pays, mon sac en cuir, et j'ai compris qu'il fallait s'attacher à ce que notre culture et notre nature nous avaient habitués à manger de chez nous. Voilà. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de dire ça. Et aller passer ses vacances à l'autre bout du monde, aller consommer des millions de litres de kérosène, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et à un moment donné, on n'a pas le droit de dire ça. Ben, moi, je le dis ce soir. Voilà, c'est tout. D'accord. Il y a un précédent, c'est le grand Saint-Antoine qui a apporté à Marseille la peste dans les tapis, qui n'a pas respecté les délais de quarantaine. Oui, de quarantaine. Des marchands, et il y a eu un tiers de l'Europe qui est passé. Oui. Et je pense qu'on a brassé trop de monde. On a brassé trop de monde. Et vous savez, je parlais tout à l'heure des migrations. Allez, on va encore utiliser un sujet qui fâche. Il n'y a pas un politique aujourd'hui qui sait ce qu'il faut faire avec les migrations. Alors, on laisse filer. Moi, j'habite au-delà de Boulogne-sur-Mer. Eh bien, je peux vous assurer que sur l'autoroute, on a supprimé toutes les aires de repos. Puis vous avez des panneaux qui clignotent en permanence pour vous dire attention aux migrants qui traversent l'autoroute à pied. Il n'y a rien contre les migrants. Mais il y a un problème. À un moment donné, il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas accueillir tout le monde. On ne peut pas faire de concentration. Et ce n'est rien ce qui se passe aujourd'hui. Avec le réchauffement planétaire et toutes les zones autour de l'équateur dans lesquelles il fera tellement chaud que ce sera insupportable, qu'il n'y aura plus d'eau, eh bien, on estime aujourd'hui, je crois, dans les 20 ans, qu'il y a à peu près 2 milliards de personnes qui vont devoir migrer. Pour aller où? Et qui va les accueillir? Et ça va être un autre type de migration que les migrations à l'heure actuelle, qu'aucun politique ne sait gérer. Alors, on se refile le bibé, vous savez, ça s'appelle le coup de la patate chaude, ça finit toujours en purée, cette histoire-là. Eh bien, le problème, on le sait, mais on ne l'anticipe pas. Je pense que dans nos défis, il y a un vrai défi politique de reconfigurer la vie, l'intention, la moralité, l'éthique politique. Mais bon, ça, c'est aussi un sujet violent. Hein. L'ONU disait 1 milliard. L'ONU parlait d'1 milliard.
la migration due à la catastrophe climatique. 1 ou 2 milliards, on est dans le même ordre de grandeur, la même puissance de 10. Oui, oui, oui. Alors, après, il faut voir l'échelle de temps, sous quel temps. Mais, et ça va arriver vite, et c'est inéluctable. C'est inéluctable. Est-ce que vous avez une perception claire à la question que moi je permettrais de poser, voir si en filigrane vous avez quand même retrouvé. Et du coup, on fait quoi? On revit la localité, on revit la proximité, on essaye de revenir sur des choses quand même qui ont permis au monde de se développer. Je parlais tout à l'heure de retrouver du contact vrai. Bon, de toute façon, vous allez me dire, oui, mais avec le masque et la distanciation sociale, oui, non, ok. Mais à moyen terme, c'est de revaloriser le contact. C'est de revaloriser l'accueil du facteur et le petit café qu'on va lui offrir. C'est de valoriser le contact avec les voisins. C'est de faire attention aux entreprises que nous pourrions faire dans les grandes métropoles ou en ville. Tout ce que nous pouvons développer plutôt dans les campagnes, faisons-le. Faisons du développement économique local. Allons chercher le pain à la boulangerie. Si la boulangerie est à 2 ou 3 kilomètres, ne prenons pas la voiture. On sait bien que ça fait bien au corps et à la tête d'aller faire de la marche. Et donc, j'ai envie de dire simplement, essayons de revenir à de la vie simple. Vous savez, moi, tous les soirs, quand je rentre, je ferme le portable. Alors, c'est très embêtant. Parce que vous allez dire, ah ben oui, mais si les enfants ont un problème, ils ne peuvent plus nous contacter. Eh oui. Mais attention, parce que du coup, vous allez laisser ouvert la télévision, vous allez en permanence regarder vos mails. Vous savez, je vais prendre quelque chose sur le téléphone. Si vous faites quelque chose, vous roulez avec votre voiture et vous répondez à une communication téléphonique, vous savez que c'est interdit et que vous allez, en plus de perdre des points, avoir une belle amende. Pourquoi c'est interdit? Raisonnablement, parce qu'on sait que le téléphone perturbe le cerveau et il crée une altération du discernement de l'environnement. Donc, vous n'allez pas voir que le feu qui était au vert vient de passer au rouge. C'est pour ça. Ça veut dire que le téléphone, parce qu'il n'y a pas le contact, modifie la perception du réel et vous fait faire des erreurs. Donc, le téléphone, oui, mais pas trop. La voiture, oui, mais pas trop, parce que vous allez faire du mal aux vertèbres. Je vais prendre un autre exemple. Le corps est une mécanique des fluides. En clair, nous avons des tuyaux, des artères, des vaisseaux, enfin vous voyez venir, et à l'intérieur circulent des fluides, de l'eau, du sang, de l'oxygène. Et vous savez, quand vous arrosez votre jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin où vous lavez votre voiture avec un tuyau d'arrosage, que d'un seul coup, s'il y a une baisse de pression, mais comme vous n'êtes pas idiot et que vous avez une grande expérience, vous vous retournez et vous allez enlever le coude du tuyau, du flexible. C'est parce qu'il s'est fait un coude, vous voyez. Or, ayez bien conscience qu'à chaque fois que vous êtes assis, eh bien, vous faites un coude dans vos genoux et vous faites un coude dans vos bassins qui fait que vous allez dégrader la pression qu'il y a à l'intérieur du corps, de la même manière que vous avez moins de pression avec le tuyau d'arrosage. L'être humain est construit pour être debout. Nous ne sommes pas assez debout. Là, nous sommes trop dans des métiers sédentaires assis sur des chaises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'asseoir, mais il faut tous les jours aller marcher. Si on ne marche pas, on va avoir un problème. On va avoir un problème de pression et le mal a dit. N'attendons pas que le mal nous dise, anticipons. Vous savez, la maladie, c'est insignifiant, c'est un tableau de bord. Voilà. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut revenir sur des choses. Voilà, c'est ça que je voulais dire, simple. Là, nous sommes au travers de l'écran. C'est une bonne idée. Ça nous permet d'échanger quand même. Si ça peut donner l'idée que l'on se retrouve en vrai, eh bien, tant mieux. Mais je ne suis pas certain que le cerveau ait programmé le fait que nous ayons à travailler sur écran. Ici, là, de temps en temps, si c'est rare, ça va bien. Mais aujourd'hui, on observe sur des personnes, peut-être nos enfants ou nos petits-enfants, qui passent trop de temps à l'écran. Vous l'avez observé. Moi, le premier, alors je ne vais pas généraliser, mais je vais parler, j'ai un souvenir de ma petite fille avec qui on était dans une assemblée familiale et quelqu'un a eu la mauvaise idée de lui mettre le téléphone portable avec des photos ou un dessin animé, je ne sais plus. Et l'enfant, pour avoir la paix, il a joué pendant une demi-heure avec l'écran. À un moment donné, c'était plus possible. Donc, on a retiré le téléphone.
L'enfant, pendant le reste de la journée, nous a fait une vie de voleur. Il était intenable parce que ce téléphone et le jeu vidéo via le téléphone, je vais vous dire techniquement ce qui se passe. Au niveau du cerveau, le cerveau ne s'y retrouve plus. Je rappelle que le cerveau est un filtre à sens entre le réel et la réalité. Le cerveau ne s'y retrouve plus. Est-ce que ce qui s'est passé, c'était vrai ou pas vrai? Et donc, chez un enfant en bas âge, eh bien, le téléphone est à interdire parce qu'il va modifier la perception de la réalité. Et du coup, l'enfant cherche à comprendre, il va prendre le téléphone dans tous les sens et ça va créer une forme d'addiction qui va travailler sur les mêmes zones que les zones d'addiction quand quelqu'un utilise de la drogue ou de l'alcool. En fait, vous avez un grand psychiatre qui s'appelle Serge Tisseron qui a travaillé là-dessus. Si ça vous intéresse, il a écrit un livre « Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire avant 3 ans avec un enfant au regard des écrans ?» Il a travaillé sur les écrans et ce qu'il ne faut jamais faire avant 3 ans avec un écran, avant 6 ans avec un écran, avant 9 ans avec un écran, avant 12 ans avec un écran. Ben, on est tous dans la faute. En clair, l'écran est un perturbateur cérébral. Il faut utiliser les écrans, mais pas trop. Attention aux mails. Les mails n'ont jamais été un instrument de communication. C'est un instrument qui échange de l'information quand on a besoin de quelque chose. Mais si vous devez commencer à raconter votre vie et avec des mails, ça va mal finir. Parce qu'on n'est pas dans la vraie vie, on n'est pas dans l'humain. Prenez une lettre, prenez une plume. Bon, je ne vous dis pas de prendre du sergent-major, je ne sais pas si ça existe encore, mais encore que ça pourrait être intéressant. Mais reprenons le goût de l'écriture. On s'aperçoit, je m'aperçois dans mon métier de consultant, que les gens écrivent de moins en moins. En neurosciences, sciences du système nerveux central, on sait que des gens qui n'écrivent plus, à terme, c'est des gens qui ne savent plus lire, qui ne savent plus lire, qui ne savent plus lire. Je suis désolé, mais ce qu'il faut oser dire, c'est quand les gens n'écrivent plus et ne lisent plus, et ça, c'est concomitant, vous avancez dans la dégénérescence cérébrale. Merci pour sergent-major. Sato nous a montré sa plume. Mais il faut réécrire avec du sergent-major. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut être rétrograde. Retrouver le plaisir de l'écriture, de la belle carte postale. Voilà. J'aimerais partager une remarque. Allez-y. Oui. Lorsque vous parliez de vos SMS et de vos mails, moi, je me fais une remarque actuellement. Je suis à la retraite, j'ai des activités associatives, etc. Et on est en train de multiplier justement les Zooms. Et je trouve que maintenant, on a encore plus de réunions en Zoom qu'on en a eu physiquement. Et oui. Comme les mails, après le courrier, il y a eu les mails, il y a eu les explosions et tout ce qu'on n'arrive plus à suivre et qui nous dépasse, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre le même chemin avec ce système portable, enfin voilà, vidéo et tout ce qui s'ensuit. Internet, j'ai l'impression que ça prend la même tournure et que vous parliez du retrouver le collectif, retrouver le vivre ensemble, eh bien ça fait tout le contraire. Certes, c'est pratique, mais pour ce qui est du rapprochement, c'est complètement à l'opposé. Et je voulais parler aussi d'autre chose, c'est on a bien conscience qu'on est dans une fin d'une période, enfin c'est bien entamé la fin, qu'on va vers une autre, on ne sait pas quoi, et il y a la peur qui est très cultivée. Et bien pour le changement, il faut être capable de lâcher prise. Et quand on a peur, on ne lâche pas. Et puis il y a les puissants qui ne vont pas lâcher comme ça, c'est 5% de la terre, même pas, hein, vous disiez. Ces personnes qui ont les ficelles ne vont pas les lâcher comme ça. Enfin, bref. Voilà, c'est un petit peu désordre, mais voilà ce que je vous livre. Alors, je vais essayer de répondre. J'ai noté 3 choses dans ce que vous dites. En tout cas, on ne peut pas ne rien faire. Et on ne peut pas dire. Donc, si effectivement les puissants ne vont rien lâcher, si effectivement il y a des peurs et la peur inhibe l'action, et puis l'organisation, il y a trop de riches, enfin bon, voilà. Oui, bah donc ce n'est pas dans mon pouvoir, donc je ne fais rien. Non. Oui. On ne peut pas se satisfaire de ça. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'en satisfais pas. Donc, alors, je vais essayer de reprendre les éléments un par un. Aujourd'hui, je faisais, depuis dimanche, j'étais à l'EM Lyon sur un séminaire avec des chefs d'entreprise
je peux vous assurer que de la totalité des chefs d'entreprise, Zoom ne va pas trop se déployer longtemps. Alors, il va peut-être se déployer au niveau des familles, au niveau activités associatives. Pourquoi? Parce que les gens n'en peuvent plus de Zoom. Ah, bah c'est une bonne nouvelle. Les gens n'en peuvent plus. Quand vous avez 3 réunions Zoom de 1 heure ou 2 heures ou 3 heures par journée, que vous apercevez que vous avez des problèmes de connexion, qu'il y a des gens qui n'ont pas l'image, qu'il y a ceux qui n'ont pas le son. Enfin voilà. Zoom, c'est comme les mails ou le téléphone. Il ne faut pas être contre, il faut bien l'utiliser. Dans les réunions Zoom, ce qu'il faut, c'est envoyer un ordre du jour avant. C'est que les gens aient pu travailler sur un dossier préalable. Votre réunion Zoom, plus elle est courte, mieux c'est. Et la réunion Zoom, elle a un objectif, prendre des décisions. Et la réunion Zoom s'arrête avec un relevé de décision. Et une fois que la réunion Zoom est terminée, on envoie ce relevé de décision à l'ensemble des personnes qui ont participé à la réunion. S'il n'y a pas d'ordre du jour, s'il n'y a pas de préparation préalable et s'il n'y a pas de relevé de décision qui s'impose derrière, eh bien, Zoom devient une réunion de salon. Et je peux vous assurer qu'en entreprise, comme c'est toujours des réunions de salon, eh bien, les responsables n'en veulent plus parce que les gens ne sont plus opérationnels, ne produisent plus et ne travaillent plus. Alors déjà, il y a moins de monde au boulot parce qu'il y a ceux qui sont au chômage partiel. Il y a moins de monde parce qu'il y a ceux qui ne sont pas là parce qu'ils sont malades. Il y a ceux qui ne sont pas là parce qu'ils sont cas contact, donc ils ne sont pas là. Enfin voilà. Donc, il y a moins de monde et ceux qui restent doivent travailler plus que les autres. Et donc, ça n'est pas tenable parce que, ça va faire exploser les systèmes de rémunération. Autant vous dire que ceux qui travaillent plus que les autres vont demander des augmentations de salaire et ne vont pas accepter longtemps que eux soient payés au même salaire que leurs pairs. Eux sont cas contact, donc ils sont à l'arrêt obligatoire. Ça, ce n'est pas possible. Sur la problématique des réunions, on s'aperçoit bien qu'à un moment donné, c'est difficile de développer l'intuition derrière Zoom. Alors, quand on parle comme ça et qu'on échange, ce n'est pas grave. Mais imaginons que nous soyons dans une entreprise industrielle et nous avons un problème technique, industriel, à régler avec des machines. Vous m'expliquez comment vous faites avec Zoom? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas les mains dedans, au sens propre comme au sens figuré. Et si on doit échanger entre des techniciens et des ingénieurs, on va avoir un problème parce que cette 6e dimension cérébrale qui dégage le 6e sens, j'entends par là l'intuition, eh bien, c'est quelque chose qui ne va pas marcher parce qu'on sait que les écrans sont des écrans. Vous savez ce que c'est qu'un écran? Je ne parle pas de l'écran de l'ordinateur. Je parle de l'écran qui va nous permettre de nous protéger. L'écran va filtrer pour que les choses ne passent pas. Et entre choses qui ne passent pas, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a l'émotion. L'émotion est une fréquence qui est dégagée par la qualité relationnelle. Et quand vous êtes en bonne relation avec quelqu'un, en proximité bien entendu, il dégage une émotion. Et cette émotion va venir être décodée, je vais prendre l'explication tout à l'heure, par le cerveau limbique, et va dégager l'électricité qui va ouvrir les portes, et si c'est un château fort, qui va abaisser le pont-levis du néocortex, dans laquelle vous allez pouvoir aller à la haute cour et trouver l'idée, la résolution à votre problème. Le problème, c'est que les écrans ne passent pas les émotions dans l'état actuel des connaissances. Donc, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à développer de l'intuition, de la créativité, de l'imagination. On s'aperçoit qu'on fait les entreprises, les chefs d'entreprise tout à l'heure me disaient qu'on n'arrive pas à développer de la créativité, de l'imagination, de l'innovation, à trouver, c'est difficile de trouver la résolution d'un problème, la solution à un problème technique au travers d'un écran. Parce que matériellement, ça ne marche pas. Les émotions sont filtrées par l'écran. Donc, je peux vous assurer que les entreprises, alors, probablement, ça marchera au niveau des familles. Probablement, ça marchera au niveau des jeunes. Probablement, ça marchera peut-être pour avoir une réunion, voir les petits-enfants et tout ça. Mais vous n'enlèverez pas le plaisir et la supériorité à un moment donné de se déplacer et à régler le problème technique sur les machines dans l'atelier où il y a les machines. Et vous n'enlèverez pas le plaisir de recevoir vos enfants et de leur servir une bonne brioche et un bon chocolat. Enfin, ça ne va pas changer. Ça ne va pas, enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. Et si c'est possible, ça veut dire que je n'aurais pas investi la qualité relationnelle et que j'aurais laissé la machine prendre le pouvoir. En tout cas, à chacun de nous de ne pas laisser la machine prendre le pouvoir et de valoriser le contexte. Voilà. Et si vous ne fermez pas votre portable et si vous refusez d'envoyer vos mails, moi, je me demande si là, à Noël, je ne vais pas effacer mes 7000 mails d'un coup. Supprimer les 7000 messages. Mais je crois que je vais le faire.
Ça veut dire que si les gens ne sont pas contents, ils n'ont qu'à m'appeler, puis on verra bien. Mais s'ils m'appellent, ils m'appelleront sur le téléphone. Ils n'ont qu'à demander un rendez-vous et on se verra. Et là, il n'y en aura pas 7000. Et je pense qu'il y a des tas de gens qui vont se débrouiller sans avoir la réponse à la question qu'ils m'ont posée. Évidemment. Ils n'ont qu'à aller chercher les livres, ils n'ont qu'à chercher par eux-mêmes. Vous savez, je vous disais, nous sommes tous venus au monde avec un trésor dans la tête, la caverne d'Ali Baba, la salle des coffres. À un moment donné, on peut aussi aller chercher dans sa propre salle des coffres. Bien sûr. Rien n'empêche d'aller chercher l'encyclopédie. Et je parle bien de l'encyclopédie. Hein. Je ne dis pas d'aller chercher Google. Où sont nos encyclopédies? Enfin, je veux dire, on n'a jamais rien vu plus que la lecture. Et je vais vous donner quand même une bonne nouvelle. On n'a jamais tant acheté de livres. Et les livres, ce n'est pas que les plus anciens, ce n'est pas vous et moi qui les lisons, c'est aussi les jeunes. Alors par contre, il faut valoriser la lecture, il faut favoriser l'écriture, il faut revenir à du bon sens. Vous savez, quand vous parlez des puissants, les puissants, ils n'ont pas envie que le monde s'écroule. Hein. Pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt. Et je pense que les puissants, à un moment donné, regardez ce qui se passe dans la grande distribution, ils mettent en valeur eux-mêmes les produits locaux. Je ne vais pas faire la publicité d'un tel ou d'un tel, mais qui vous dit que les produits faits que vous achetez chez eux, ils viennent de la localité. Les grandes surfaces et les hyper qui aujourd'hui perdent de l'argent parce que les gens ne veulent plus y aller, les hyper vont se reconfigurer pour être des petites cellules qui vont donner la place, on n'y est pas encore vraiment, aux petits artisans du coin, aux petits agriculteurs du coin, peut-être aux bouchers ou aux boulangers, qui viennent lui-même vendre son pain à l'intérieur. Et que ce soit une ancienne, que la grande marque, elle soit porteuse d'une ancienne pour permettre aux locaux d'avoir un terrain. Si demain, il y a encore des grandes surfaces, parce que la vraie problématique des grandes surfaces aujourd'hui, on nous montre toujours à la télé les grandes surfaces qui sont pleines de monde. Mais le problème français économique sur les grandes surfaces, c'est que le truc n'est plus rentable parce qu'il n'y a plus assez de monde qui y va, et ça, c'est une bonne nouvelle. Les gens préfèrent aller dans leur localité. Les gens préfèrent aller dans des petites surfaces où il y a peut-être plus d'humanité, de contact humain. Donc, le puissant, s'il veut gagner de l'argent, il va adapter son système, vous savez. Je n'ai pas entendu la remarque ou la question. Moi, je voulais dire que le seul petit intérêt de nos réunions visio, Zoom et compagnie, c'est qu'on n'a pas de masque et qu'on se voit. C'est vrai. Tout à l'heure, en revenant, parce que ça fait 3 jours que je suis avec le masque, je me suis dit, au moins on aura du bonheur, c'est de parler sans masque. Voilà. Bon, on va peut-être vous libérer, Monsieur Relon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ou... En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions. Moi, je vous invite à les transmettre via Brigitte. Bernadette. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de positif à nos petits-enfants pour leur donner la pêche à Noël en leur disant « mais t'inquiète pas, ça va s'arranger ». On dit toujours « ça va s'arranger ». Mais non, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme argument que ça va s'arranger? Qu'est-ce qu'on peut dire? Cherche dans ton néocortex. Ça, c'est une provocation, Bernadette. Non, n'allez pas leur dire ça. Là, ils vont trouver que vous avez pris un coup de vieux. Bon. Non. Le problème, c'est qu'il faut oser dire que la fin du millénaire d'avant, en fait, grosso modo, ce que j'ai appelé les 50 années furieuses. Vous parliez tout à l'heure de la pauvreté, du déséquilibre des richesses, du réchauffement climatique, des problématiques écologiques. Et puis dites, les maladies, là on parle du Covid, mais moi je vais vous parler d'autres maladies. Le cancer, la sclérose en plaques, les maladies neurodégénératives, etc., etc. Vous en voulez d'autres? C'est des maladies exponentielles, alors qu'on n'a jamais été aussi fort dans les découvertes scientifiques en médecine. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est quand même dans un monde passé qui ne nous a pas laissé de grands cadeaux. Et je ne parle pas de la finance, et je ne parle pas du prix du transport, du prix, voilà, tout coûte cher. Et donc, je me demande à un moment donné si le message à donner à nos petits-enfants, c'est de ne pas dire, vous arrivez à une époque formidable parce que le monde, qui aurait pu croire que la mondialisation allait s'arrêter en 15 jours, 3 semaines de temps? Et pourtant, la nature, le vivant, a dit aux êtres humains, maintenant, on va remettre du plomb dans la tête, maintenant, on va remettre la tête sur les épaules, et maintenant, on va remettre l'être humain les pieds sur terre.
Ça veut dire que nos enfants ont la possibilité de participer à une redistribution des cartes, à tirer, je reprends une image de tout à l'heure, les atouts du jeu, pour essayer de contribuer à un monde qui n'était pas si bien que ça. Il faut réussir à discuter avec eux sur le fait que je suis désolé, mais la matérialité, l'hyperconsommation, nous fait passer à côté de choses et nous a rendus malades et a développé des maladies. Le maladie, encore une fois, ce n'est pas un jeu de mots, c'est la définition étymologique. Et donc, nos enfants sont là dans une époque où on redistribue les cartes. Sachons tirer notre épingle du jeu, dit-on, sachons tirer notre épingle du jeu pour nous adapter, apprendre de la situation et essayer de développer des activités, des initiatives, au sens général du terme, des entreprises, ou de choisir d'aller travailler demain dans des entreprises qui valent le coup parce qu'il y a un vrai projet social, il y a un vrai projet écologique, il y a un vrai projet de proximité, de localité, il y a un vrai projet de remettre à côté de la rentabilité, de l'activité, de la productivité, de la qualité, de la sécurité, de la sûreté, de la fiscalité, de la liquidité, de la solvabilité, de la fiscalité, de la légalité, de remettre à côté de tout ça, de l'harmonisation, de la standardisation, comment dire, de l'habilitation, de l'homologation, de la certification, à côté de toute cette balance qui nous écrase. Et j'ai pas encore mis l'intelligence artificielle, les bureaucrates et les technocrates et l'administration, de dire que tout notre système est en train de dire nous avons basculé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour dénoncer ce que personne ne pouvait dénoncer, ce qui ne pouvait pas être entendu par des politiques comme une dénonciation, eh bien, c'est la nature qui nous le ramène à nous et qui nous dit nous changeons le monde et nous devons basculer dans l'humanité. La nature nous rappelle que nous devons être humains. Et un arrêt du cœur, c'est un arrêt du cerveau. Un arrêt du cerveau, c'est un arrêt du corps. Remettons du cœur à l'ouvrage. Remettons du cœur et des émotions dans le cerveau pour réinventer des actions portées par le cœur et par les émotions et pas par le business, l'argent, la technocratie, l'administration et les systèmes. Voilà. Et autant, si on avait dit ça en 1970, en 1980, en 90, nous n'étions pas crédibles. Aujourd'hui, on est crédible. On est crédible parce qu'on voit bien que si on n'a rien changé en 2007, ben on a eu la crise de 2008. On n'a rien changé en 2008. On a eu la crise de 2015. On n'a rien changé en 2015. Pourtant, on a eu Ebola qui est passé par là. Eh bien, on a ici le Covid, première vague, deuxième vague. Et honnêtement, il faut arrêter. Moi, je crois que la troisième et la quatrième vague, elle arrive tant qu'on ne prend pas des décisions fortes. Donc, il y aura des décisions fortes. Ce n'est pas possible autrement. Donc, à un moment donné, c'est comment je choisis de fonctionner plus humain pour, comment dire, une communauté plus forte. Et puis, on va terminer, pour vivre un amour de l'humain plus fort. Parce que le problème dans tout ça, c'est qu'en final, ça nous montre que la société dans laquelle ils sont venus n'a peut-être pas trop aimé l'humain et a plus aimé le matériel. Les ordinateurs, le téléphone, la voiture, a plus aimé l'argent, les espèces sonnantes et trébuchantes. Il faut avoir de l'argent. L'objectif d'une entreprise serait d'avoir beaucoup d'argent et l'objectif d'un jeune serait d'avoir des hauts salaires. Non, non. L'objectif, il peut être ailleurs. Et je pense que les jeunes aujourd'hui peuvent se brancher sur un projet de vie, sur un projet personnel, sur un projet professionnel qui puisse leur donner du sens. Et je rappelle, si ce projet a du sens et qui correspond bien à ce que nous enseignent les événements actuels, eh bien, si le cerveau est un filtre à sens, leur intelligence va se mettre en action. C'est quand nous faisons des choses qui n'ont pas de sens que nous ne sommes pas bien, que nous sommes malades. Eh bien, je pense et j'ose dire et j'ose croire que si nous faisons des choses qui ont du sens, nous serons moins malades. Si nous développons des relations positives, si nous prenons plaisir dans ce que nous faisons, si dans ce que nous faisons, c'est en lien, en intelligence, en lien avec les besoins du monde, que nous nous respectons dans ce que nous mangeons correctement et on ne mange pas des plats tout faits. Nous nous respectons dans notre sommeil. On dort le temps qu'il faut et on ne va pas coucher à des heures indues et on essaye de qualifier la nature du sommeil.
nous nous respectons dans nos activités physiques, à ne pas toujours rester assis et à vivre debout et à développer des activités physiques qui vont permettre d'entretenir notre corps, et qu'à un moment donné, on prend le temps de la bonne relation et des échanges positifs, je pense que nous sommes en train là, je ne suis pas médecin donc on pourrait me critiquer, mais je pense que nous sommes en train là de redonner du sens à la vie et peut-être à combattre le virus. Essayons de retrouver les fondements qui ont permis à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents de pouvoir vivre les pieds sur terre et la tête sur les épaules et avec vraiment ce projet de vie qui est de construire un avenir pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Eh bien, aujourd'hui, c'est de dire, l'heure est venue, c'est superbe. Encore une fois, on n'aurait pas pu dire il y a 2 ans ou 1 an, il faudrait arrêter la mondialisation parce qu'on marche sur la tête. Il faudrait arrêter la monétarisation et la financiarisation de l'économie parce qu'on marche sur la tête. Il faudrait arrêter de trop se balader en avion et en voiture parce qu'on marche sur la tête. Combien de personnes m'ont dit, j'ai souvenir, et on ne parlait pas de Covid lorsque nous étions en conférence ensemble, où vous me disiez comment on peut faire avec nos enfants qui sont toujours avec leur téléphone. Eh bien, à un moment donné, aujourd'hui, on a besoin de contact vrai. Voilà. Et je crois qu'il y a un message autour de ça. Et de dire aux enfants, nous avons besoin de vous pour participer à ces prises de décision qui font que dans vos choix décisionnels de clients, de consommateurs, d'acteurs du vivant, eh bien, vous preniez la décision de là où vous mettez les pieds, ce que vous achetez comme produit, ce que vous consommez et ce que vous rejetez parce que vous n'en voulez plus, parce que vous voyez bien que la société ancienne nous a mis droit dans le mur avec un beau virus que notre corps ne sait pas gérer. Et ça n'est que le premier. Si on ne fait rien. Je n'ai pas parlé du permafrost. Vous savez, le permafrost, c'est la partie de la Terre qui est en dessous du sol gelé avec le réchauffement planétaire. Vous allez avoir des virus qui ont 30 000 ans pour les premiers qui vont se réveiller. On ne sait pas lesquels, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Et ce jour-là, ils ne vont pas venir nous faire des chatouillis dans le cerveau. Et donc, il est important. Et je crois qu'il y a assez de voix. Et si vous lisez, vous écoutez, il y a de plus en plus de voix qui s'opposent aujourd'hui pour accepter l'idée qu'on marchait sur la tête et qu'avec nos enfants, on va réussir à reprendre la force et la puissance du vivant. Nous avons besoin d'eux pour remettre du plomb dans la tête. Et ils ont besoin de nous pour leur dire que nous avons besoin d'eux. Et vous savez, le problème des entreprises, c'est quand les chefs d'entreprise ne disent pas assez aux ouvriers ou aux employés « j'ai besoin de vous ». Et le problème des entreprises, c'est quand les ouvriers et les employés ne disent pas assez aux chefs d'entreprise « nous avons besoin de vous ». Les ouvriers et les employés ont besoin des chefs d'entreprise, de leurs patrons, et les patrons ont besoin des ouvriers et des employés. Et je pense que les jeunes ont besoin de dire aux plus anciens « nous avons besoin de vous », et les plus anciens ont besoin de dire aux jeunes « nous avons besoin de vous ». Et à partir de ce moment-là, vous recréez du lien social. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de leur dire à Noël. Merci. Merci beaucoup, Pierre Drolon. Nous allons peut-être rester sur ce message positif qui fait du bien. Oui. Et vous remercier s'il n'y a plus de questions. Mais je pense que l'heure a bien tourné et qu'on va vous libérer. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de votre accueil, Merci, oui. de votre écoute active et attentive. Merci beaucoup. Voilà, et je vous en transmets le document et je vous tiens au courant pour l'enregistrement de cette conférence si vous voulez la réentendre ou la partager. Oui, merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir vos micros pour applaudir. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, je vous remercie. Au revoir. Et, je vous souhaite une bonne santé, portez-vous bien et à l'occasion des fêtes de Noël, eh bien, je vous envoie plein de bonheur et d'énergie positive pour vous et vos familles, vos enfants et vos petits-enfants. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. À bientôt. Au revoir. On vous laisse. À bientôt. Au revoir. Au revoir.